Je change un peu mes habitudes, mais c'est l'heure du petit boire et du petit blanc dans les rayons de soleil. Je t'avais promis une surprise, c'est que la paix c'est vraiment beau, mais comment je te dirais ça, donc des fois, ben c'est ça. J'avais le goût de lire autre chose, peut-être de plus joyeux au travers. Avec les nouvelles des derniers jours, je pense que j'ai le moral qui a été un petit peu atteint. Fait que j'avais envie de te lire des bouts, en fait, de mon livre préféré, ou du moins celui qui fait partie de mon top 5 à vie, qui s'appelle La vie habitable de Véronique Côté. C'est paru dans la collection Documents chez Atelier 10. Si tu ne connais pas cette collection, je t'invite vivement et vraiment à te pitcher dessus. Il y a un lien, de toute façon, tu vas voir dans la description de la vidéo. Ce sont des livres qui sont extraordinaires, qui font à peu près pas 100 pages chaque, avec même certaines illustrations, tu vois, au travers. Et celui-là, il est particulièrement beau, autant dans son écriture que dans son contenu. Fait qu'on y va, avec mes mots préférés. La poésie est un commencement. L'image poétique n'est précédée de rien. Elle ne peut pas être préparée. Elle n'est le fruit ni d'un passé, ni d'une logique, ni d'une cause. Elle éclate et se crée du même coup, et en se créant, elle réveille le pouvoir poétique enfoui, la capacité créatrice innée de celui qui regarde. Devant l'image poétique, quelque chose en nous se réanime, se souvient qu'il désire, qu'il est avide d'invention, de rêve, de courage, de poésie. L'étymologie même du mot appelle directement au geste, à l'action, au transport. Du grec ancien, poésis, faire, créer. Je parle de poésie, je ne parle pas de poème. Je parle de la poésie en marche, poésie debout, mouvante, émouvante, bougeant en nous et nous invitant de ce fait à nous mettre en mouvement. Je parle de poésie, j'écris le mot et l'écrivant, je sais tout ce qui résiste dans l'esprit de la foule, tout ce qui se braque dans l'oreille publique, tout ce qui s'est mis à croire parce qu'on s'est acharné à le lui faire croire, que ce mot parle de douceur inutile et de bonté impossible, de beauté incompréhensible et ruineuse, d'aspiration prétentieuse, de charabia, de littérature, comme quand on dit littérature avec des italiques dans la voix, comme quand on dénature ce mot pour le dresser en antonyme. De vraies affaires, de gaspillage, d'enfantillage, de caprice, de rimes quétaines, bref de luxe. D'un luxe d'autant plus scandaleux qu'on nous martèle que nous n'en avons ni le moyen, ni, au fond, vraiment l'envie. Qu'il est plus que jamais, aérostère oblige, un luxe ridicule et abusivement hors de prix. La poésie est un genre littéraire, c'est vrai. Elle appartient au langage et le met au monde tout à la fois. Elle lui appartient toujours. Mais le langage, cette machinerie en marche, évolue au rythme de nos avancements et de nos détours. À notre époque, où tout est langage, images et musique, projection et lumière, mouvement, corps dans l'espace, espace, foule, médium, média, forme, vitesse, équation, architecture, la poésie, de même, est une construction qui peut se manifester par les mots, mais qui est évoquée ici dans sa polyphonie absolue, dans la multiplicité de ses manifestations, dans la nouveauté toujours renouvelée de ses incarnations. La poésie naît spontanément du choc d'images, de la mêlée de sens, de l'accident. Elle jaillit de l'imprévisible et par son surgissement, elle nous lave le regard, la tête, le cœur. C'est mon bout préféré, ça. La poésie est, par définition, neuve, éternellement nouveau-née. C'est l'actualité brûlante de cette naissance qui engendre la soif de recommencement en nous. Alors que tout nous parle de notre fin, nous rêvons sans l'admettre de début du monde. Nous rêvons de créer ce qui pourrait être un monde. Alors que tout concourt à nous faire croire que le bonheur se trouve dans une tranquillité forcenée, forme d'immobilité de tout notre être, pensée et imaginaire rompus à un confort où la vulnérabilité se dilue, c'est là le but ultime de l'exercice, ne plus rien sentir, ni peur, ni manque, ni chagrin, mais ni joie, ni courage non plus. L'image soudaine, la percée, la réinvention de notre être par la poésie vient ébranler cette certitude. Et si ce dont nous avions vraiment besoin, c'est d'un souffle inconnu, d'une flambée, d'un mouvement. L'imagination crée, c'est sa nature. Elle génère des images et quand ces images émergent avec fulgurance et sont exprimées comme telles, elles prennent racine immédiatement en nous. Celui qui regarde reconnaît quelque chose qui existait déjà quelque part en lui, quelque chose qu'il aurait pu inventer lui-même. Il y a cette part éternellement neuve de la poésie, et il y a, au même moment,
cette envie de reconnaître dans un objet une part déjà comprise du monde, intégrée, à laquelle d'autres se sont frottés, patinant l'objet de son poids de sens, de passé, de sentiments partagés. Comme si la nouveauté technique ne permettait pas la nouveauté imaginée propre à la poésie. Comme si aussi le caractère strictement utilitaire d'une invention évacuait complètement la notion de beauté au sens premier du terme, c'est-à-dire sauvage et inutile, beauté gratuite, échappant à la logique marchande. S'il y a de la poésie dans nos téléphones intelligents, dans nos courriels et nos textos, elle nous est encore invisible, imperceptible. Pour l'heure, ce n'est guère là qu'elle semble nicher. Puis un jour, quand le temps passe sur ces objets et ces lieux aux vocations initialement étroites, et qu'une ou plusieurs œuvres réussissent à en capter la beauté improductive, la poésie se mêle au réel. Chose utile devenue chargée de rêve. Une lettre par la poste, le geste d'écrire, un message sur un répondeur, la voix sur une cassette ou son silence, le fantôme bouleversant de Dédé Fortin. Un train, une gare, un avion dans le ciel, un ascenseur, le métro. La banlieue depuis qu'une génération y a grandi, s'y est ennuyée, y a découvert les premiers émois du corps adolescent, de l'aube du cœur, et que, devenue adulte, elle y traque désormais une forme de beauté particulièrement aiguë. Ces périphéries ne portaient en elles aucune grâce, avant de devenir les paradis perdus de chanteurs de groupe rock ou de cinéastes, de plus en plus nombreux, à nous montrer la douceur d'un monde qui, sans le souvenir, sans le temps d'avant qu'il s'y projette, n'aurait rien de doux. Je dis que nous avons besoin de nous reconnaître les uns les autres. Je dis que nous avons besoin de partager la beauté cachée des lieux et des objets. Je dis que nous avons besoin de poésie depuis l'enfance, depuis bien avant les idées, bien avant le langage même, depuis le début de la conscience de l'autre. Parce que la poésie est une façon de comprendre l'autre en devenant soi-même, le temps d'une image, celui qui imagine, l'origine. Poésie, construction de l'imagination parlant à l'imagination d'autrui. Poésie, surgissement irrépressible de la beauté. Poésie, réponse sauvage à des questions qui ne se posent pas. Comment faire pour vivre? Comment faire pour vivre ensemble? Je dis que tout le monde n'a pas besoin des mêmes voyages, mais que tout le monde a besoin de voyager. Je dis que nous avons besoin de poésie comme nous avons besoin de beauté, de lumière et de nos voisins. Je dis que tout nous raconte le contraire parce que dans cette idée se cache une forme agissante de subversion. Et si nous étions plus libres qu'on veut bien nous le faire croire? En rendant la vie imprévisible, la poésie nous apprend la liberté. Un énorme bouquet de lilas sur un trottoir, une pancarte posée contre le joli vase qu'il contient. Prenez les fleurs, laissez le pot. Une phrase peinte en rouge dans une foule de manifestants. Aujourd'hui pour moi, demain pour toi. Une très longue table dressée dans une ruelle de Montréal sous des guirlandes de lumière. Des voisins qui cassent de l'asphalte ensemble pour planter des fleurs devant les trottoirs du quartier. Un livre oublié exprès sur un banc public avec un mot pour le lecteur qu'il trouvera. Je t'attendais. Des calligraphes qui font parler les objets jetés au chemin. Trop tard pour migrer, dit la valise dans le banc de neige. Regardez le ciel, dit la télévision couchée sur le dos. Je suis cuit, dit le four cabossé. Une fanfare à la sortie d'un enterrement pour conjurer le sort, des étudiants qui dansent dans la rue à la sortie d'un théâtre, des pianos en libre service déposés dans la ville, un air d'opéra échappé par la fenêtre, un magnolia en fleurs, le printemps en fin, un jardin, chaque jardin. Hors des systèmes à côté des ornières dans lesquels nous marchons sans plus jamais nous demander pourquoi, nous empruntons tous les jours ces trajets creusés par l'habitude, par l'inquiétude et par l'ennui. Sans plus jamais nous demander pour qui, pourquoi nous restreignons nos possibles à ce point. Hors des balises de sécurité se trouve une forme de magie immémoriale qui parfois nous est donnée, le plus souvent sans avertissement. Il faut bien regarder, puisque nous sommes conditionnés à ne plus la voir. Comme dans l'enfance, comme dans l'amour fou, il faut guetter les signes. Dès qu'on les cherche, ils brillent plus que le reste. Constellation soudain reconnaissable, depuis qu'on en a appris le nom. Poésie. C'est le temps de la petite gorgée. Je vais te lire un dernier bout qui est particulièrement à propos. Vertige, peur et désir de chute. Déluge du Saguenay, petite maison de bois toujours debout au milieu d'un torrent déchaîné, se déversant de chaque côté d'elle. Crise du verglas, des jours et des jours dans le froid et le noir. Pylônes géants pliés, ployés. Épaisse couche de glace recouvrant tout. Millions d'arbres endommagés.
11 septembre. Avion fiché dans les gratte-ciels, gens qui se jettent dans le vide. Tours effondrées, poussière partout sur la ville. Silence sur New York affolé. Terreur, terreur. Gens qui marchent en complet, couverts de poudre blanche dans les rues désertes, disparus. Odeur de cramé pendant des mois. Lac mégantique. Train fou, déraillement dans le cœur du village. Flammes, explosions, incendies monstrueux. Images d'apocalypse. Nuages noirs fumant dans le ciel rouge. Pétrole brûlant déversé. Et c'est sans compter les autres désastres, plus lointains, au nom plus exotique. Tsunami, tremblement de terre, coulée de boue, marée noire, tornades, ouragans, révolution, guerre, attentats. Ces jours-là, les jours de catastrophe, l'air vibre différemment. On le sent confusément. Quelque chose s'est déplacé dans la marche du monde. On pourrait tous trébucher. C'est comme un pressentiment. Il y a une ambiance bizarre dehors. Et quand on allume la radio, ou que quelqu'un nous dit « As-tu vu ce qui s'est passé? » Le sang affleure. On frissonne à peine. La peau palpite sous la mini-dose préparatoire d'adrénaline. Faudra-t-il fuir? Non, quoi? Et on allume la télévision pour découvrir les images de la vie qui bifurque du chemin régulier. Et devant toute cette horreur, avec notre compassion immense qui se met en branle, quelque chose en nous se sent plus vivant que jamais. Parce que d'autres que nous sont en danger. Notre instinct de vie se réanime. Pulsion de vie. Il y a dans ces images quelquefois une grande beauté. Une beauté qu'on ne nomme jamais ainsi, par respect pour la douleur des autres, par pudeur, par crainte, mais une beauté noire, dure, une beauté maligne se manifeste. La nature reprend ses droits, la fragilité de la vie, de nos vies, est mise en lumière comme jamais. La toute-puissance des éléments plaque au sol les frêles constructions humaines. Le réel est viré à l'envers, et quelque chose en nous, entre la peur viscérale et l'instinct de survie pulse, comme neuf. La catastrophe nous refait aimer la vie et les vivants d'un amour animal. Je ne sais plus quand ça m'est venu. Cette impression-là que les catastrophes font partie des derniers remparts derrière lesquels on se retrouve encore sans cynisme, sans calcul. Quels sont les ultimes lieux de rassemblement qui nous restent? Que devant elles on s'unit, on communie peut-être dans l'adversité. C'est vrai, mais tout de même, qu'elles nous remettent ensemble, le temps de l'onde de choc. Il n'y a pas de poésie dans les cataclysmes, aucune. Il n'y a pas de poésie dans la dévastation, ni dans l'effroi, jamais. Mais à mon sens, il y a un écho poétique qui advient dans le sillage des catastrophes. Elle nous reconnecte à ce qu'il y a de plus humain en nous. Et nous recréons spontanément les liens perdus, les liens enfouis. Nous nous remettons à faire confiance à ce que nous sentons. Nous nous permettons de nous sentir concernés par le malheur des autres, alors que le reste du temps, nous fuyons dès que la compassion tente une percée trop prenante dans nos consciences. Fait que c'est ça. Dans un rayon de soleil aujourd'hui, je vais te laisser là-dessus. Fait que c'est un super beau livre avec, au travers des considérations donc de Véronique Côté, on va retrouver entre autres donc Cécile Elmedi et Serge Bouchard, qu'on aime d'amour, Daniel Weinstock, professeur de philosophie, Hugo Latulippe, cinéaste qu'on aime d'amour, et Catherine Dorion. Donc voilà. Fait que je vous invite vivement à vous le procurer et à le lire et à le relire 20 000 fois comme moi. C'est une collection d'essais qui vaut vraiment la peine donc d'être découverte et sans doute que je vous en lirai d'autres. OK, bye. N'hésitez pas à me dire c'est lesquels aussi en commentaire si vous voulez les livres qui vous ont soit le plus marqué ou qui vous font le plus du bien, surtout aujourd'hui.